C'est une lutte sociale qui a permis d'imposer la mécanisation des accès. Aujourd'hui dans Métropolitique, le choix modal en transport urbain. Je serai accompagné par Michel, ingénieur dans le domaine des transports avec plus de 40 années d'expérience. On a dit qu'on projetait la demande à un horizon de 15-20 ans. Au-delà, c'est de la boule de cristal. C'est comme ça qu'on voit des tramways qui sont appelés métros, ce qui contribue à la confusion. On pourrait dire que c'est une sorte de crocolion, moitié crocodile, moitié lion. Véritable passionné et expert du transport ferroviaire, il a transmis ses connaissances à l'University College of London, à l'École des Ponts et désormais dans Métropolitique. Le choix modal en transport urbain, ou comment opter pour un métro, un tram, un tram-train, un RER, un bus à haut niveau de service. Exceptionnellement pour cet épisode, nous allons nous servir d'un graphique qui est disponible dans la description de l'épisode sur les différentes plateformes. Il sera utile un peu plus tard dans l'épisode. Qu'est-ce qu'un tram-train, Michel ? Alors la question, elle est parfaite pour lancer ce podcast parce que le tram-train renvoie au matériel roulant. Or, le titre du podcast, c'est « Le choix modal » et il ne faut pas faire l'erreur de réduire le choix modal au type de matériel roulant. Donc, ça nous envoie immédiatement vers la recherche de la définition d'un mode de transport. Qu'est-ce qu'un mode de transport ? Un mode de transport, donc, ne se résume pas au matériel roulant puisqu'il est la conjonction de une infrastructure, c'est-à-dire un tunnel, un viaduc, une emprise au sol, d'un type de matériel roulant, nous y voilà quand même, d'un modèle d'exploitation, combien de trains à l'heure, dans les deux sens, de bout en bout, des services partiels, et des systèmes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les installations fixes, c'est l'alimentation électrique, c'est la signalisation. Donc c'est bien la conjonction de, je répète, infrastructure, type de matériel roulant, modèle d'exploitation et système qui composent un mode. Le matériel roulant n'est qu'une de ces composantes, bien que ce soit ce que l'on voit et qu'il est tentant de réduire le mode au choix du matériel roulant, ce qui est une erreur. Expérience de pensée, je suis maire d'une municipalité ou à la tête d'une autorité organisatrice de transport. Par où commencer pour implémenter un mode de transport urbain dans la ville ? Bien, il faut tout d'abord identifier le besoin de mobilité. Le besoin de mobilité, ça implique de connaître bien son tissu urbain. Où sont les zones résidentielles, où sont les emplois, où sont les pôles générateurs de mobilité, les hôpitaux, les écoles, les universités, etc. Ensuite, il faut être capable de modéliser la demande. Alors, modéliser, ça renvoie à un modèle mathématique, c'est-à-dire que on va identifier les origines-destinations des gens qui se déplacent, on va essayer de voir leur motivation de déplacement, leur fréquence, les motivations globales et saisonnières de se déplacer. Ça alimente un modèle. Il existe plusieurs modèles sur le marché de la planification des transports. Pour les curieux, on peut citer Visum, Cube ou Aimer2. Pour arriver à la sortie de ce modèle, ou de ces modèles, d'obtenir un serpent de charge. Qu'est-ce que c'est qu'un serpent de charge ? C'est sur une carte, une trace qui épouse une ligne de désir de mobilité et dont l'épaisseur du trait varie en fonction de la charge, comme un boa qui aurait avalé une chèvre. Donc, en général, la partie la plus ventrue se situe dans le centre du boa. Voilà la façon d'identifier et de caractériser le besoin de mobilité. Une dimension supplémentaire qui est le temps. Il ne suffit pas de déterminer ce serpent de charge à un instant T0, c'est-à-dire aujourd'hui quand on fait les enquêtes de mobilité, il faut se projeter à un horizon d'au moins 15-20 ans. Au-delà, c'est de la science-fiction. Mais pourquoi 15-20 ans ? Parce qu'une ville évolue et que si on détermine le choix modal et la capacité, on va en parler plus tard, du mode de transport à cet instant T0 aujourd'hui, qu'en sera-t-il demain ? Et on risquerait fort de se retrouver avec un système sous-dimensionné en termes de capacité. Une fois le serpent de charge déterminé, existe-t-il une solution unique pour chaque niveau de demande ? C'est là qu'on rentre dans la complexité. Si à chaque niveau de besoin, en termes de PPHPD, personnes par heure et par direction, si à chaque seuil de niveau ne correspondait qu'un mode, c'est-à-dire soit c'est le tramway qui va être le plus approprié, soit ça va être un métro léger, etc., la vie serait simple. Or, le diagramme que vous consulterez sur la plateforme fait apparaître des tuilages, c'est-à-dire des superpositions entre les zones de pertinence de modes adjacents. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que un mode qui pourrait appartenir à une tuile ou à la suivante
ne vous donne pas la solution. Le schéma, le diagramme ne vous donne pas immédiatement, de manière univoque, la solution. Est-ce que ça va être un métro lourd, un métro très lourd, alors que ces trois modes ont des plages de superposition. La complexité vient de la superposition du tuilage. Ensuite, la définition des modes n'est pas universelle. On a utilisé dans cette introduction des mots comme métro, tram, tram-train, RER, bus, BHNS. Les Américains aiment bien le mot LRT. Sur le schéma, vous verrez le mot VAL. On peut y trouver aussi des bus articulés, simple articulé, double articulé, 2 niveaux. Bref, il y a toute une gamme de matériel roulant qui vont nourrir, qui vont soutenir les modes, mais leur définition n'est pas unique et elle est souvent biaisée pour des raisons d'affichage politique. Par exemple, tel maire voudra un métro, le niveau de trafic attendu ne le justifie pas, on va lui faire un gros tramway, mais pour montrer qu'il est un maire important sur sa plaquette municipale, il va appeler son mode métro. Et donc, c'est comme ça qu'on voit des tramways qui sont appelés métro, ce qui contribue à la confusion. Il y a aussi des complexités de mode quand on parle de bus double ou triple articulé. Vous voyez que là, on change d'échelle de capacité, ce qui complexifie encore plus l'interprétation du diagramme. Et puis, si on voulait aller plus loin dans l'analyse du choix modal, pourquoi ne pas parler des funiculaires ou des téléphériques ? Ne riez pas, les téléphériques urbains ont depuis une petite vingtaine d'années un regain d'attrait en raison de l'évolution de leur technologie, qui les rendent utilisables, exploitables 360 jours par an, pour pas dire 365, ce qui n'était pas le cas des remontées mécaniques des stations de ski. Et ce qui fait que pour un système de transport urbain, il faut qu'il soit disponible tout le temps. Et les nouveaux téléphériques permettent des franchissements d'obstacles naturels ou artificiels qui étaient difficilement réalisables. Par exemple, un gros faisceau de voies ferrées, soit on passe dessous, soit on se passe au-dessus. Dans les deux cas, ce sont des gros travaux compliqués. Eh bien, pourquoi pas survoler l'ensemble avec un téléphérique ? Et à ce moment-là, on résout localement un besoin de mobilité, certes avec une capacité réduite, mais ça résout quand même, ça répond à un besoin. Voilà, donc il y a l'apparition de nouveaux modes que vous ne verrez peut-être pas d'ailleurs sur le diagramme. Comment utilise-t-on ce diagramme ? Est-ce qu'on va partir du nombre de personnes par heure et par direction que l'on souhaite mobiliser ? Et après, en fonction de la vitesse à laquelle on souhaite les mobiliser, on va choisir tel ou tel type de transport en fonction de la tuile qui correspond. Comment on utilise cet outil ? Effectivement, là, on est dans le cœur du sujet. On peut prendre comme point d'entrée principal, ou premier point d'entrée, la capacité. La prévision de trafic va nous donner une capacité par heure et par direction, une capacité cible à l'ouverture du système de transport et à horizon 15-20 ans. Et donc là, c'est quand même assez clair, même s'il y a un tuilage entre les modes, la valeur absolue de cette capacité va éliminer des modes qui seraient trop capacitaires ou vraiment pas assez capacitaires. Donc on va déjà réduire l'éventail du choix par le point d'entrée qui est le PPHPD, les personnes par heure par direction. Ensuite, il faut se projeter dans le type de service que l'on veut offrir à la population. Est-ce que je veux un service régulier avec un intervalle de 2 minutes alors qu'on n'a qu'une capacité ciblée de 7000 ppHPD par exemple? La conjonction entre ces deux exigences ne donne pas forcément un choix pertinent, parce que ça voudrait dire qu'il faut la disponibilité d'un métro, alors qu'on n'a besoin que de la capacité d'un tramway. Donc, est-ce qu'on va faire un métro à faible capacité sur un site propre ou un tramway à faible capacité sur un site partagé? Donc là, le choix se complexifie. Je ne peux pas vous donner la réponse lors de ce podcast, puisque la réponse, elle est propre à chaque étude. Donc, on a parlé de la capacité, on a parlé de la fréquence, c'est-à-dire de l'offre de transport, mais il faut aussi parler du coût. Le coût d'investissement et le coût d'exploitation, ce sont les deux données. Le coût d'investissement répond à la capacité de financement de la communauté urbaine, de l'agglomération, de la ville. Dans certains cas, comme en France, par exemple, les agglomérations de plus de 100 000 habitants, si je ne m'abuse, peuvent lever un impôt qui s'appelle le versement transport et qui va être épargnable, cumulable sur plusieurs années en anticipation du projet, de façon à apporter un capital initial pour réaliser le projet de transport. Des villes de capacité de taille plus petite ne peuvent pas bénéficier de cet apport financier. Et puis, souvent négligé, les coûts d'exploitation. Combien j'ai pu voir dans le monde des beaux projets qui étaient en déliquescence au bout de quelques années parce que l'autorité locale ou l'exploitant local avait
sous-estimer ou totalement négliger, je l'ai vu aussi, le coût de fonctionnement. Et dans le coût de fonctionnement, il y a la maintenance, l'entretien, la lutte contre l'obsolescence, etc. Ce qui fait qu'il faut convaincre l'autorité qui va opter pour un mode ou pour un autre, la convaincre de budgéter pour, j'ai envie de dire pour l'éternité, pour la durée de vie d'un système de transport qui est de l'ordre du siècle, les moyens de l'entretenir. Ensuite, on a déjà parlé de la qualité et du niveau de service, mais il faut aussi anticiper le défi du report modal. C'est-à-dire, on fait un pari quand on fait un choix modal de mettre un tramway là où il y avait un bus ou là où il n'y avait rien. Pourquoi pas, hein, ça arrive aussi. On fait le pari que l'on va attirer des passagers sur ce mode de transport, donc qu'ils vont abandonner leur voiture. Et ça, c'est jamais gagné, parce que là, on touche à du comportemental, on touche à l'idée que la population se fait de sa mobilité point à point, à la pénibilité que l'on va induire ou que l'on va réduire sur un trajet, c'est-à-dire combien de correspondances, est-ce que je fais des voyages avec des bagages ou avec rien du tout, donc ça modifie la perception de la pénibilité des correspondances. Moralité, voici une couche de complexité supplémentaire qui montre que c'est finalement le choix, il est difficile. On a une vision d'ensemble complexe avec beaucoup d'options. Quelles sont les bonnes questions à se poser ? Les bonnes questions sont déjà celles qui relèvent du contexte urbain. Dans quel contexte urbain est-on ? Quelle nature de ville ? Une ville nouvelle, une ville historique, une ville musée ? De quelle mobilité a-t-on besoin ? Quel est le fonctionnement actuel des systèmes de transport existants ? Le nouveau mode, le nouvel entrant, devra améliorer l'ensemble de la mobilité sur tout ou partie de l'agglomération concernée. Quels sont les choix qui ont déjà été faits ? Est-ce que il y a une planification de la mobilité, des déplacements ? Est-ce qu'il y a déjà un réseau lourd en œuvre ? Un réseau lourd, c'est un métro, un RER ou des trains de banlieue. Quelle est l'histoire des transports de la communauté urbaine ? Ensuite, interprétation plus fine du serpent de charge et de la modélisation qui a été faite, dont on a parlé tout à l'heure. Quel est le besoin sur l'axe, sur le réseau ? Un besoin capacitaire, un besoin de performance, un besoin de régularité, un besoin de disponibilité, une amplitude journalière, la capacité de répondre à des événements ponctuels. Exemple, j'ai un stade sur le tracé de mon serpent de charge. Ce stade, il est gros, 80 000 personnes. Quand les gens sortent du match, j'ai besoin de pouvoir en dissiper, en diluer dans la ville le plus vite possible. Donc là, il y a un niveau de performance ponctuelle dont le nouveau mode de transport devra répondre tout ou partie. C'est à prendre en compte. Revenons à la définition du mode de transport. Il y a le mot système. Qu'est-ce que c'est que les systèmes ? Je rappelle, un mode de transport, c'est les installations fixes. C'est l'alimentation électrique, la signalisation, les télécommunications, les péages, etc. Donc, quels sont les systèmes envisageables ? Est-ce que une trop haute technicité ne va pas induire une dépendance pour la maintenance dans une ville qui n'aurait pas les services techniques appropriés et qui serait donc obligée de sous-traiter, d'affermer l'entièreté d'exploitation et de la maintenance. Est-ce que la ville en a les moyens ou la volonté ? Et puis, qui sont les décideurs en France et comment sont-ils animés ? Les décideurs, ce sont les autorités organisatrices des transports urbains, les communautés urbaines, les municipalités, les régions. Et là, on va toucher à un domaine sensible qui est finalement le biais politique. Tel élu voudra laisser une trace de son passage, une trace durable, avec forcément quelques arrière-pensées qui vont primer sur le choix modal, c'est-à-dire que on va privilégier une solution marquante dans le temps parce qu'elle va être identifiée à son initiateur, mais elle n'est peut-être pas exactement celle que les planificateurs auraient souhaité. Donc face à cette complexité, il faut des professionnels de la planification. Quelles sont donc les qualités du bon planificateur ? Il y a le bon planificateur et puis il y a le mauvais planificateur, mais pour parler sérieusement, le bon planificateur, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il s'approprie le site, la ville, la communauté urbaine où le problème de mobilité est posé. Il lui faut une expertise technique dans tous les domaines et une capacité d'écoute. Capacité d'écoute parce qu'il y a des acteurs qui sont les décideurs politiques. Les gens qui se déplacent, parfois au mieux, ils sont représentés par des associations d'usagers. Il faut écouter également les représentants des personnes à mobilité réduite. Il faut écouter les instances sociales qui vont aider à déterminer le niveau de tarification. Un système parfait dont le tarif est trop cher ne trouvera jamais sa clientèle.
le bon planificateur doit être capable de hiérarchiser, de caractériser des critères principaux qui sont principalement la capacité du système par rapport au regard d'un trafic attendu à un horizon d'une quinzaine d'années. Le planificateur doit être capable d'anticiper les coûts globaux du système, c'est-à-dire les coûts d'investissement et les coûts d'exploitation, et doit être capable d'expliquer aux décideurs les risques afférents à la conduite d'un tel projet, puisque, en plus de cela, on n'a jamais connu un projet qui rentrait exactement dans l'épure initiale. Donc on introduit là la notion d'être capable d'anticiper le risque financier d'un projet pour pas que ça devienne un scandale. Il y a des projets qui ont capoté pour des raisons de dérive financière. Ensuite, si on voulait aller plus loin dans les qualités du bon planificateur, il faut prendre en compte des contraintes techniques qui sont les contraintes d'insertion. Par exemple, une fois que j'ai fait un tracé, c'est je dessine une ligne sur la carte qui va emprunter les boulevards, qui va en surface si j'envisage de faire un tramway, en souterrain si c'est un métro. Donc là, il y a des contraintes d'insertion. C'est-à-dire, si je suis en souterrain, est-ce que je ne vais pas être obligé d'aller creuser sous des immeubles sensibles, des immeubles historiques, ou alors me trouver face à des complexités géologiques, des nappes, des fleuves à traverser par en dessous. Et si je suis en surface, eh bien, une fois que j'ai tracé mon trait sur la carte, quand je zoome sur la carte, je vais me retrouver avec des virages à angle droit, ce qu'un tramway ne peut pas emprunter. Donc, il va falloir envisager des courbes qui vont traverser en diagonale un carrefour, une place, et donc créer des désordres qui n'étaient pas anticipés au moment de la modélisation. Donc, le bon planificateur, il faut qu'il mette toute cette complexité sur la table en apportant des solutions de moindre impact sur l'existant. Quels vont être les critères principaux de l'argumentation du choix modal ? Bien, c'est une sorte de synthèse de ce qui vient d'être dit, mais la complexité de cette démarche le mérite. Les prévisions de trafic, grâce à un outil de modélisation intelligemment paramétrable et intelligemment utilisé. Les études d'insertion, je viens d'expliquer que une fois qu'on a tracé la ligne, il faut insérer, et c'est là qu'on est confronté à une problématique que la modélisation ne peut pas anticiper, et les analyses économiques. Donc, prévision de trafic, études d'insertion, analyse économique et financière. Et les critères secondaires ? Alors, les critères secondaires, ils vont rentrer un peu dans le subjectif, mais aussi dans le concret. Alors, le subjectif, c'est l'attractivité. Réaliser un tramway dans une ville, c'est l'opportunité de faire une rénovation urbaine. Si on prend l'exemple du T3 à Paris sur les boulevards des Maréchaux, on a transformé une barrière routière qui était une frontière qui ne disait pas son nom entre le Paris intramuros et la première couronne de communes. On a transformé cela en une plateforme gazonnée avec facilité de traversée pour les piétons, avec une réduction du trafic automobile, donc un effet barrière dû au trafic routier diminué. Donc l'attractivité, c'est un véhicule joli, donc là c'est la composante matériel roulant du mode de transport, c'est une plateforme modernisée avec de la végétation, avec des arbres, avec des bancs, avec des stations, des points d'arrêt qui ont été joliment architecturés, ça contribue à l'attractivité. Ensuite, dans les critères secondaires, il faut mentionner les risques technologiques. On connaît des choix modaux qui se sont traduits par des échecs cuisants. Alors, je peux citer un exemple. On avait à Nancy et à Caen un engin qui était un tramway sur pneus avec un guidage central par une sorte de rail unique. Donc, vous voyez, un hybride entre du bus et du tramway, mais avec un seul rail central. Un seul fabricant dans le monde avait produit ce matériel, lequel fabricant a arrêté la production, alors que, en parallèle, au bout de quelques années d'exploitation, ce matériel s'est montré peu fiable et a même été sujet à des déraillements qui auraient pu causer des accidents dramatiques. Donc, les deux municipalités se sont retrouvées face à un éléphant blanc, c'est-à-dire un engin qui n'avait pas de descendance, qui ne répondait plus à sa justification, à son besoin initial, et qu'il a fallu remplacer par quoi ? Eh bien, par un tramway, c'est-à-dire qu'il a fallu retirer les équipements fixes qui permettaient le guidage de ce bus guidé et remplacer tout ça par une bonne vieille voie ferrée de tramway. Donc le risque technologique, il existe. Vouloir coûte que coûte choisir de l'innovation parce que ça porte une image moderne qui est censée valoriser les décideurs politiques locaux, eh bien, c'est pas forcément la bonne idée. Le contexte concurrentiel est un complément à cette notion de risque technologique.
La grande force du bus, c'est que vous prenez n'importe quel bus, il va rouler sur n'importe quelle chaussée. Très bien, ça, tout le monde, c'est une évidence. Vous prenez n'importe quel tramway, à peu près, à quelques restrictions près, pourvu que la voie soit une voie conventionnelle, un écartement conventionnel, n'importe quel matériel roulant de type tramway pourra rouler sur n'importe quelle voie existante de tramway. Donc là, on réduit la dépendance par rapport à un fabricant. Alors que c'est quand même important, puisque l'infrastructure du tramway, elle va vivre beaucoup plus longtemps que le matériel roulant. C'est-à-dire que on considère une infrastructure, on la construit pour 100 ans, c'est typique. Le matériel roulant, lui, va durer 30-35 ans. Ça veut dire qu'on va être amené à remplacer 2-3 fois le matériel pendant la durée de vie nominale de l'infrastructure. Il va falloir trouver des fabricants capables d'offrir des matériels de substitution compatibles avec l'existant. Il faut aussi penser, en termes de critères secondaires, à l'évolutivité du système. C'est-à-dire, on a dit qu'on projetait la demande à un horizon de 15-20 ans. Au-delà, c'est de la boule de cristal. Néanmoins, entre l'instant T0 de l'inauguration et ces 15-20 ans, il y a probablement des améliorations au niveau des systèmes à apporter de façon à faire face à cette augmentation de demande, gardant en tête que le choix que l'on a fait, le choix modal qui a été fait, permet de recevoir ces améliorations techniques pour faire face à l'augmentation de la demande. Tous les systèmes ont une limite de capacité et il faut être capable d'anticiper cette limite de capacité quand on choisit un mode. Les impacts environnementaux, alors ils sont de plusieurs ordres. Il y a le bilan carbone de la construction, on a eu l'occasion d'en parler lors du podcast sur les LGV. On peut appliquer cette réflexion au choix, par exemple, entre un tramway et un BHNS, un bus à haut niveau de service. Le résultat de la modélisation a donné, disons, une espérance de besoin de transport de 1900 ppHPD, personne per heure par direction. Et donc, le 1900 ppHPD, ça peut être un petit tram ou un BHNS. On est entre les deux. Que va-t-on choisir ? Eh bien, si on regarde le critère bilan carbone du tram, c'est-à-dire seulement le fonctionnement du tram, comparé au bilan carbone d'un bus, d'une ligne équipée de bus, eh bien, au bout de combien de temps le tramway aura-t-il équilibré son bilan carbone initial ? L'exercice a été fait. Donc, ça dépend, encore une fois, d'un contexte donné, de quel type de tramway, de quel type de bus, de quelle motorisation, de quelle énergie il a besoin. L'exemple auquel je pense montrait qu'au bout d'une douzaine d'années, on avait compensé le bilan carbone de la construction du tramway. Donc, le tramway devenait plus favorable en termes de bilan carbone que le BHNS. Donc, ça peut être un critère. En contrepartie, le tramway va coûter 4 fois plus cher. Et donc là, on retombe sur le critère financier. Est-ce que la ville va être capable d'accepter de payer 4 fois le prix d'un BHNS pour avoir le bénéfice d'un bilan carbone optimisé ? Dans ces critères secondaires, vous avez évoqué les coûts. Que doit considérer une analyse des coûts pertinente ? Il faut prendre en compte les coûts d'investissement initiaux, c'est-à-dire les coûts de construction, sachant que c'est déjà un exercice difficile, puisque pour construire une ligne de tramway, ça va prendre par exemple 5 ou 6 ans. Ensuite, qu'est-ce qu'on met dans les coûts ? Par exemple, les déviations de réseau, on appelle déviation de réseau tout ce qui est réseau enterré existant, électricité, gaz, eau, etc., qu'il va falloir dévier de la plateforme qui va recevoir le tramway, parce que pour exploiter un tramway sur le long terme, et quand on veut intervenir sur le tramway lui-même, sur la voie, il ne faut pas être amené à interrompre le fonctionnement des réseaux existants déjà enterrés. Donc on va les dévier. Ce sont des travaux préparatoires. Est-ce qu'on les met sur le compte du projet de tramway, ou est-ce que c'est pris par les concessionnaires de ces réseaux, ou est-ce que c'est la ville qui dit c'est moi qui paye pour ça. Donc en gros, est-ce que c'est dedans ou est-ce que c'est dehors, ces coûts-là? Également, il faut prendre les coûts d'exploitation. Alors là, les coûts d'exploitation, c'est essentiellement dans nos pays les coûts de conduite, les coûts des personnels, mais aussi dans les coûts d'exploitation, on a l'énergie. Et l'énergie a un coût qui est très variable, l'énergie électrique. Donc, il faut être capable de se projeter sur l'évolution du coût de l'électricité sur 20 ans. Également, il faut réfléchir à ce qu'on appelle la régénération. Régénération, c'est plus que de la réparation. C'est-à-dire que un tramway, le matériel roulant, concentrons-nous sur le matériel roulant, il a une durée de vie initiale comptable, propre au plan comptable. Donc, c'est de la réglementation qui va être d'une 25 ans peut-être, mais alors que la durée de vie technique, elle est facilement de 35 à 40 ans, à condition
de faire ce que l'on appelle une révision de mi-vie, c'est-à-dire une révision approfondie où on va remplacer des organes, etc., du matériel roulant quand il arrive à 20 ans pour lui redonner 15 ans de durée de vie. Vous voyez que là, anticiper le coût de régénération du matériel roulant sur le long terme, ça impose de dire, aujourd'hui, je sais que je vais faire cette révision de mi-vie dans 20 ou 25 ans. Est-ce que dans 20 ou 25 ans, les décideurs seront d'accord pour dépenser 30% du prix d'un tramway neuf pour retaper un tramway ancien? Ce sont des hypothèques. Ensuite, il va falloir intégrer également la durée de vie des différents composants. Je viens de parler du matériel roulant, mais il y a bien sûr la voie, tous les équipements fixes, le mobilier urbain. Il y a des systèmes qui sont remplacés régulièrement. Par exemple, tout ce qui est péage, billettique. Vous avez vu l'évolution des modes de péage et d'accès au système de transport qui ont été révolutionnés ces dernières années. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est passé à des dispositifs dématérialisés qui eux-mêmes ont des durées de vie réduites parce qu'ils reposent sur des protocoles informatiques et des protocoles bancaires, etc. Et donc, dont la durée de vie va être très courte, peut-être 10-15 ans. Et donc, il va falloir intégrer le remplacement de ces systèmes dans le coût à moyen terme, même avant d'être long terme, à moyen terme du système de transport. Et globalement, tout cela, ça veut dire être capable de faire un calcul économique sur le long terme, ce qui s'appelle un CCVO, coût de cycle de vie opérationnel. On prend en compte le coût de construction et d'acquisition initiale, les coûts d'exploitation, les coûts de régénération, de remplacement, sur une durée qui reste une durée très théorique. Une fois que j'ai construit ma ligne de tramway, on dit elle a une durée de 100 ans. 100 ans, c'est parce qu'il faut, c'est comme la crue centennale, il faut se donner des critères de vie. Mais on va pas, au bout de 100 ans, déposer la voie et faire autre chose. Dans le meilleur des cas, on va la remplacer, mais on maintiendra le système de transport tramway là où il était. Ou pas. On a vu qu'à Paris, dans l'histoire de la ville, des lignes de tramway qui étaient intramuros sont disparues. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Les seules lignes qui sont intramuros, si on peut dire, c'est la ligne T3 qui fait le tour de Paris. Donc, on trouve quand même sur le cycle de vie opérationnel les risques de dépose du système de transport et qui vont venir biaiser l'estimation économique que l'on peut faire sur le long terme. Après vos explications, Michel, on a un peu mieux compris la logique du choix modal, mais à la lumière de ces informations, il me semble qu'il y a quelques projets parisiens qui sont questionnables, comme la ligne 13 avec cette fourche, la ligne 10, qui est un peu particulière, la ligne 7, qui serpente beaucoup quand même. Illustrons quelques exemples parmi ceux que vous avez cités. L'erreur, appelons-la comme ça, oui, j'ai le courage de le dire, le classique du choix modal, c'est la ligne à fourche. Là, on en a deux, on a la 7 et la 13 à Paris. Et la ligne à fourche, pour un exploitant, c'est un enfer. Si vous demandez à un exploitant, veux-tu une fourche, il vous dira non, en métro, je parle en métro. Et pourtant, on trouve ce choix d'une manière régulière. Donc là, les deux exemples illustrent bien mon propos. Alors, pourquoi il y a une fourche ? Parce qu'il a fallu dévier de l'analyse du besoin, du serpent de charge, pour répondre à des sollicitations, en général de nature politique. En gros, le maire de la commune d'à côté qui n'est pas sur le tracé du serpent de charge, lui aussi, il veut sa ligne de métro, mais le petit tronçon qui le rabattrait sur la ligne qui a été tracée a du mal à justifier à elle seule un métro. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On lui dit, on va te proposer une ligne de rabattement avec une rupture de charge, une correspondance. Ah non, c'est pas ça. Donc, finalement, sous la pression politique, c'est souvent ça qu'il finit par l'emporter, on va faire une fourche, un embranchement. Et donc, on est parti pour 100 ans d'enfer pour les exploitants. Voilà, donc la ligne 13 en est la parfaite illustration. La ligne 7, un peu moins, mais néanmoins, elle comporte ces contradictions. Un autre choix modal questionnable, qui est toujours questionné d'ailleurs, c'est T3 à Paris. T3, c'est un tramway qui a été construit sur les maréchaux sud, les maréchaux est, et maintenant ça fait le tour par le nord avant d'arriver à Porte-Dauphine. Une ligne de tramway, si on regarde le schéma du choix modal, elle est pertinente entre 5000 et 8000 pph/pd. Ça veut dire que si on projette la capacité journalière, donc pour une voie 2, je double, donc ça fait jusqu'à 8 et 8, 16 000 personnes par heure pour 2 directions. Et puis, si je multiplie par 10 ou 12 pour avoir la mobilité sur une journée, c'est à peu près les critères qu'on prend, on va arriver à un peu moins de 200 000 trajets par jour. Aujourd'hui, le T3 prolongé, la somme des deux tronçons, transporte 500 000 personnes par jour. C'est-à-dire qu'on est dans la capacité d'un métro. Donc, la question est, fallait-il construire sur les maréchaux un tramway ou un métro ? N'attendez pas de moi que je vous donne une réponse à cette question.
Une autre ligne qui peut questionner sur le choix qui a été fait, c'est Orlyval. Orlyval, c'est une petite ligne de métro automatique qui relie Antony sur la ligne B, au sud de Paris, à l'aéroport de Orly. Donc une ligne automatique, petit gabarit, 26 mètres de long, 2 mètres 0,6 de large, sans conducteur, donc grande souplesse d'exploitation, mais qui n'a jamais trouvé sa clientèle parce que déjà le besoin de mobilité pour aller à Orly aéroport existe. Mais si vous le traduisez en pénibilité, c'est-à-dire j'ai des bagages, on est une famille avec 2 enfants et les bagages qui vont avec, et j'ai une rupture de charge à Antony, avec une correspondance extrêmement compliquée parce qu'il y a des escaliers étroits pour passer d'un niveau à un autre, sans parler de la tarification qui n'a pas été intégrée, eh bien, aujourd'hui, 40 ans après, on se pose la question de démanteler ce système. Ce qui est quand même, à l'échelle historique de l'histoire des transports, n'ayons pas peur des mots, un petit scandale. Voilà donc une ligne qui a été construite en dépit des bonnes règles du choix modal. Et puis, pour finir l'anecdote, la ligne 10 de Paris, alors là, ça vaut son pesant de cacahuètes, c'est-à-dire que cette ligne, elle a été construite dans la perspective d'une exposition internationale, comme la France coloniale savait en faire entre les 2 guerres, jusque dans les dernières expositions internationales ont eu lieu, je crois, en 1930, 1935, dans ces années-là. Donc la ligne 10, elle a été construite entre la gare d'Austerlitz et une boucle dans le 16e arrondissement, mais surtout pour desservir la zone de la Tour Eiffel où des pavillons temporaires, éphémères, devaient être construits pour l'occasion de cette exposition. C'est-à-dire que cette ligne, elle ne correspondait pas à un besoin de mobilité permanent. C'était une époque, encore une fois, la France coloniale avait de l'argent, où on pouvait, sur un besoin ponctuel, construire une ligne de métro. En réalité, cette ligne, elle a toujours servi pour la RATP à finir, entre guillemets, les vieux matériels roulants avant qu'ils partent à la réforme. Et elle a retrouvé un sens il y a une trentaine d'années, quand elle a été prolongée au-delà du 16e arrondissement, sur Boulogne, ce qui permettait quand même d'accrocher une clientèle supplémentaire. Mais dans son tracé initial, elle ne répondait à aucun des critères que l'on a pu évoquer dans toute cette longue conversation sur le choix modal. Merci Michel, grâce à vos explications, on a un peu mieux compris la logique du choix modal. Pour conclure cet épisode, est-ce que vous pouvez répondre à la question initiale, à savoir, qu'est-ce qu'un tram-train ? Alors voilà, un tram-train, c'est un matériel hybride. Si on faisait une comparaison dans le monde animal, on pourrait dire que c'est une sorte de crocolion, moitié crocodile, moitié lion. Donc c'est un véhicule qui va avoir l'allure d'un tramway, si on regarde sa longueur, sa capacité, mais qui va avoir certaines des caractéristiques d'un train capable de rouler sur des voies ferrées. Et ces caractéristiques sont une vitesse plus élevée, une alimentation qui peut accepter du 25 000 volts, puisque souvent les voies ferrées sont en 25 000, et puis qui va répondre à un critère de crash test, de collision frontale, bien plus élevé que celui d'un tramway, puisqu'un tramway n'est censé percuter qu'un autre tramway, dans le meilleur des cas, ou un camion, alors qu'un tram-train, quand il circule sur une voie ferrée de périphérie, pourrait un jour rencontrer un train errant, un train de banlieue et un train de fret errant. Et à ce moment-là, ça durcit les critères de résistance à l'écrasement, ce qui fait que ce tram-train cumule les inconvénients des 2 mondes. C'est le parfait exemple de ce qu'il faut peut-être réfléchir avant de perdurer dans ces solutions. Merci Michel pour cet exposé sur le choix modal en transport urbain. La prochaine fois, nous évoquerons les éléphants blancs.